Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Cette semaine, on poursuit notre série de balados sur le projet Formo avec un épisode avec un fournisseur du milieu. On en a déjà parlé là, dans l'épisode d'introduction au projet, là, mais il y a de nombreux acteurs impliqués à différents niveaux là, dans la gestion de l'eau sur les entreprises. Cette semaine, on a la chance de recevoir Jocelyn Boudreau et Yann Périllard de la compagnie Orto afin de discuter de nouvelles technologies puis de solutions pour optimiser la gestion de l'eau à la ferme. Pour l'occasion, on va aborder le thème numéro 4 de la formation qui est les besoins en eau des cultures et les bonnes pratiques d'irrigation. Mais avant d'accueillir nos invités, j'accueille mon co-animateur, Jérémy Vallée. Salut Jérémy, ça va? Salut Félix, oui, en pleine forme. Super, donc sans plus tarder, on va accueillir nos invités. Jocelyn Boudreau, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais, Yann Périllard, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merveilleux. Messieurs, autrement dit, on aime ça commencer tranquillement en apprenant à connaître nos invités. Donc, j'aimerais ça, là, si vous voulez, que vous vous présentiez, peut-être plus vos rôles respectifs chez Orto, puis peut-être aussi votre implication le plus spécifique là, concernant les solutions puis les produits de gestion de l'eau à la ferme. Je vous laisse décider qui se lance en premier. Je vais y aller. Bon, c'est ça. Moi, je suis ingénieur en agro-environnement de formation. Là. J'ai grandi sur une ferme à Saint-Léonard-d'Aston. Je suis né à Drummondville, puis mes parents étaient très entrepreneuriales. Là. J'ai toujours été un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat, là, au niveau autant de la ferme. On avait une entreprise de transformation de métal, commerce de détail, un petit peu de tout, là. Fait que ça m'a vraiment permis de toucher à ça assez jeune. Puis ensuite, à l'université, je me suis intéressé beaucoup là, à la gestion de l'eau en agriculture. J'ai fait ma maîtrise là-dedans. Puis c'est ce qui a amené là, finalement à la création d'Orto, là, éventuellement. Yann Périllard, en fait, moi, je suis passionné d'agriculture depuis déjà très longtemps. Je travaille dans le domaine depuis déjà 20 ans. À titre d'employé chez Orto depuis déjà 7 ans. Dans le fond, j'ai une formation en agronomie, spécifiquement en sol et environnement, mais j'ai poursuivi mes études jusqu'au doctorat en physique hydrodynamique du sol, donc une expertise là, tout ce qui est gestion de l'eau, très appliquée en gestion de l'eau là, dans le cadre de ma maîtrise et mon doctorat. Donc aujourd'hui j'agis à titre de scientifique en chef, donc je participe à élaborer les premiers débuts de projet, à la rédaction des débuts de projet, mais aussi à la création d'innovations. Donc je suis impliqué à différents niveaux, tout ce qui est développement de nouvelles sondes, tout ce qui est, c'est devenu un incontournable, l'intelligence artificielle aussi, quand on parle de données, on inévitablement on en vient à devoir interpréter ces données-là, donc c'est une partie aussi également de mon rôle chez Orto. Excellent. Ben moi aussi j'ai quand même une assez longue expérience là, en gestion de l'eau à la ferme, puis la compagnie Orto, puis l'utilisation des produits Orto en recherche, ça fait déjà quand même longtemps qu'on travaille avec vos produits, donc j'ai déjà une bonne connaissance de la compagnie. Mais là, j'aimerais mieux connaître là l'historique de la compagnie, dans quel contexte la compagnie a été créée et à quels besoins ou problématiques on répondait ou on essayait de répondre à l'époque. Puis finalement, est-ce que vous avez vu que ces problématiques-là ont évolué avec les années? Oui, ben c'est intéressant. Le démarrage, ça s'est fait. Ben c'était à l'époque, moi je travaillais avec Jean Caron, qui est professeur à l'université Laval. Puis la demande est venue vraiment un peu de travailler avec des producteurs. Là. On était un petit peu plus à ce moment-là dans l'horticulture, les cultures en pot. Ouais. Puis les gens avaient des questions là, quand ils essayaient de changer des façons, des pratiques, des façons d'irriguer. Ben il y avait plus de guides, les guides qui utilisaient, qui étaient souvent des règles du pouce là.
irrigation 2 jours, 3 jours, là, dépendamment des mois de l'année. Donc, on s'est mis à s'intéresser à ce qui existait sur le marché, puis on est arrivé à la conclusion que, bon, il y avait pas grand-chose à cette époque-là, quand on parle de 2002. C'est ça. Fait qu'on s'est mis à travailler sur le concept des tensiomètres, puis on s'est vite rendu compte qu'un tensiomètre, il fallait améliorer le tensiomètre qui existait, parce qu'il demandait beaucoup trop de maintenance. C'est un outil qui était utilisé plus en recherche. Les producteurs avaient essayé, honnêtement, de l'utiliser un peu partout dans le monde, en fait, à l'Amérique du Nord, très certainement. Puis avec peu de succès, parce que ça demandait trop d'entretien, remplissage, calibrage, etc. Donc, on s'est mis à travailler sur le tensiomètre pour avoir un meilleur tensiomètre. Puis ensuite, on s'est vite rendu compte que d'aller lire un tensiomètre au champ, fonctionne pour certaines personnes, mais ça fonctionne pas pour tout le monde. C'est un outil qui est difficile à utiliser. Donc, d'avoir la communication sans fil, logiciel pour afficher les données, interpréter les données facilement, d'avoir des alertes. Fait que dès le début, en fait, on avait une version de tout ce que je viens de décrire là. Fait que peut-être pour répondre un peu à l'autre question que tu as posée, est-ce que le besoin ou le besoin auquel on répond a changé? La réponse c'est non. Le milieu a évolué énormément. Mais la demande de base, c'est la même. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de technologie. La technologie a évolué tellement que là, on peut faire des choses qu'on rêvait un petit peu à l'époque. Tu sais, on a les moyens de faire ce qu'on pouvait pas faire à ce moment-là. Peut-être pour être plus précis là-dessus, c'est qu'on a passé, tu sais, à l'époque de communication, là, qu'on appelle point à point, donc du sans-fil qui partait de la sonde dans le champ. Il fallait installer une antenne sur le bureau de la ferme, quelque part, des fois de la maison familiale qui était à côté de la ferme, avec un fil qui descendait pour se connecter sur l'ordinateur, avec un CD le logiciel qui était sur un CD qu'on installait sur l'ordinateur, la vieille méthode. Puis je dis ça, il y a encore des gens qui utilisent cette façon de faire-là aujourd'hui. C'est encore une possibilité, mais la grande majorité de nos clients, des producteurs qui utilisent notre système aujourd'hui, ils utilisent l'info nuagique, les applications sur leur téléphone sans fil. Donc là, maintenant, on a la possibilité. C'est quelque chose qu'on a introduit, tu sais, on était un des premiers dans l'industrie, là, vers à peu près fin 2008-2009. On est arrivé avec un système qui envoyait les données directement sur Internet via les tours cellulaires. C'est quelque chose qui est évident aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était le début. Ça existait dans les villes, là, tu sais, puis dans les centres urbains en général, de faire ça en zone rurale, de façon fiable, etc. C'était un plus gros défi. Fait qu'on était parmi les premiers à faire ça dans l'industrie. Puis ça nous a amené vraiment là, à accélérer le développement de l'entreprise. C'était une évolution technologique assez forte. On a continué toujours à faire évoluer nos tensiomètres pour qu'ils soient plus simples, plus d'utilisation, plus fiables. Puis on a fait évoluer aussi le modèle d'affaires. Au départ, on vendait les équipements, puis on n'avait pas réalisé à l'époque l'importance d'offrir un service au tout début. C'est venu avec le temps, encore une fois, à travailler avec les producteurs, de pouvoir entretenir les systèmes, de s'assurer. Parce qu'au final, quand on y pense, les gens, ils achètent les senseurs, puis toute la quincaillerie qui va autour, mais au final, c'est les données. Donc, on a besoin de prendre des décisions. Fait qu'il faut que les données soient là de façon fiable. Fait que la technologie joue un gros rôle, mais en agriculture, on est soumis aux intempéries. C'est un milieu qui est assez difficile. Donc, faire de la maintenance, c'est assez important. Puis c'est quelque chose sur lequel on s'est démarqué aussi. Donc là, on s'est mis à offrir nos systèmes sous forme de service, tout inclus, équipement inclus, maintenance, etc., la connectivité. Installation, c'est chargé au départ. Ça dépend des forfaits. En culture saisonnière, ici, l'installation, en fait, ça dépend des cultures. Okay. Des fois, il y a des gens qui installent une certaine partie parce qu'ils veulent faire de la protection de gel en début de saison, puis nous, on va envoyer un technicien un petit peu plus tard, quelqu'un pour les installer les tensiomètres puis s'assurer que tout fonctionne bien. Là, on s'adapte un peu aux cultures. Quand c'est des cultures permanentes, comme des vignes, des arbres fruitiers, je fais peut-être un parallèle. On s'est installé en Californie, on a commencé à faire affaire là-bas, nous, à peu près tout début en 2007, mais vraiment, on a installé une place d'affaires, puis on a commencé à être plus actif là-bas vers 2013-2014. Comment ça s'est fait? Vous sentiez qu'il y avait un intérêt de la part de la Californie, ou tout simplement vous avez décidé de conquérir un marché où l'irrigation est tellement importante? Ouais, oui, c'est un peu ça. C'est qu'au départ, on suivait un peu les cultures dans lesquelles on était fort. Ici, on s'est développé beaucoup avec la canneberge, tous les petits fruits, fraises, framboises,
le bleuet un petit peu, là, à cette époque-là, il y avait peut-être un petit peu moins de bleuet en Corinth. Mais c'est ça, petits fruits, légumes spécialisés, là, la culture maraîchère spécialisée. Donc, on est allé au Wisconsin assez vite pour la canneberge, qui était le plus gros marché à cette époque-là, que là encore, je pense, aujourd'hui. Mais Québec s'est développé beaucoup, là, bien évidemment. Puis, en Californie, on a commencé surtout dans le domaine des fraises, bleuets. Puis là, dans les mêmes régions où on avait ça, il y avait des cultures d'avocats en arbre, qui sont en général dans les mêmes régions, pour toutes sortes de raisons, là, climatiques. Puis, qu'on a commencé vraiment avec ça. C'était vraiment de suivre les cultures. Bon, la Californie avait un petit peu plus que ça. Donc, on savait que la problématique de l'eau, c'était un enjeu très, très fort. Fait c'est ça. On est allé là. On a une place d'affaires maintenant là-bas depuis fin 2013. Moi, je suis allé m'installer là-bas avec ma famille. Quand même. Changement de vie, d'une certaine façon. Ouais, ça a été un gros changement de vie. Fait que c'est ça. Puis t'as pu former la loupe avec les installations puis le service, c'est ça, c'est dans des cultures qui sont plus permanentes, des arbres fruitiers, dans un climat où il y a pas de gel ou peu de gel, là on laisse les équipements installés à l'année, donc là il y a une installation qui est faite au début, puis ensuite c'est un service qui est facturé mensuellement ou annuellement là, selon les besoins. Fait que c'est à peu près ça, je vous dirais l'historique là. Si on parle d'ortho en termes de grosseur d'entreprise ou de positionnement dans le marché, vous vous situez où tant en Californie qu'ici? Êtes-vous un acteur majeur du domaine? Oui, très certainement. Là, ici, je pense c'est toujours difficile à dire. Là, la concurrence, il y a toutes sortes de concurrence. C'est international maintenant. Ouais, c'est ça. Des compagnies qui développent aussi des sondes puis des technologies, mais en matière au niveau international, c'est ça. C'est ça. Dans les marchés dans lesquels on est, là, en Amérique du Nord, on n'est pas encore répandu partout là, sur la planète. C'est un projet futur là, qu'on. Ah oui, ok. Mais pour le moment, on est pas mal, je dirais, là, soit numéro 1, soit numéro 2 là, dans les marchés en Californie, la concurrence beaucoup plus intensive. Là. Puis il y a des concurrences qui sont un petit peu plus des gens qui offrent des plateformes qui adressent d'autres besoins comme la gestion des insectes, des maladies, mais qui ont des composantes, ils vont rajouter la gestion d'irrigation. C'est difficile de se comparer. C'est ça. En gestion pure d'irrigation, là, on est vraiment là un leader, là, ça c'est certain. Et c'est quoi la réaction de vos concurrents ou en fait plutôt des producteurs en Californie que des gens du Canada débarquent avec des technologies innovantes et concurrentielles? Comment s'est déroulée un peu la réception initiale du milieu? Je vous dirais, quand on est commencé en Californie, ici, je fais un pas en arrière, en fait, c'est au Québec, on a un peu créé le marché, là, on était vraiment les pionniers. En Californie, quand on est arrivé, il y avait déjà un autre joueur, puis peut-être d'autres un peu plus petits. Il y avait un joueur qui était assez dominant. On a vraiment réussi à concurrencer avec eux, là, puis à prendre des parts de marché intéressantes, de sorte qu'aujourd'hui, on est vraiment une grosse avance sur eux. Mais il en est arrivé d'autres au fil du temps. Là. C'est un marché, même à l'échelle de la planète, qui est très en gestion de l'eau, en agriculture, qui est très intensif. Donc, les concurrents, c'est assez normal d'aller s'installer là. Pour nous, c'est un avantage parce que tu te frottes assez vite à des concurrents comme ça. Fait que ça nous permet de rester compétitif, rester concurrentiel. Puis, est-ce que vous voyez, ou tout de moins, c'est une impression que j'ai qu'avec le développement des nouvelles technologies et leur démocratisation, on voit que l'essor des petites startups ou des petites compagnies qui offrent des produits et services en gestion de l'eau, ça a quand même beaucoup augmenté dans les dernières années. Est-ce que vous sentez une certaine pression de la part de la concurrence? Oui, je dirais que oui, là, faut pas Par contre, c'est comment je pourrais le dire, il y a eu une grosse pression, je dirais, il y a quelques années. Ça continue. Mais là, il y a un petit peu de maturité qui commence à s'installer. Là, tu sais, les entreprises comme nous, comme d'autres, il y a de la place certainement, là, je pense, pour d'autres joueurs, là, mais il y a une maturité qui commence à s'installer dans le marché. Ça fait que quelqu'un qui commence aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de contraintes ou de difficultés ce qui était peut-être pas le cas, là, tu sais, le 7-8 ans, ou bon, certainement pas le 20 ans, là, mais aujourd'hui, c'est bon, les compagnies comme nous, puis nos plus gros concurrents, c'est des entreprises un petit peu plus matures, un petit peu plus établies. La fiabilité des systèmes très importante. Il y a beaucoup de pression, là, tu sais, ce qui est normal quand tu as un marché mature, là, les technologies deviennent de plus en plus abordables, accessibles. Fait que la barre devient de plus en plus haute là, pour un nouveau joueur. Mais il y a de la place dans plein d'autres
d'autres domaines. Le domaine des technologies agricoles est en effervescence, là, ça c'est clair. Là. Puis il y a beaucoup, tu sais, on s'entrecoupe quand même dans certains aspects de la plateforme. Je reviens rapidement à l'historique. Là, diriez-vous que, tu sais, par rapport au début de l'entreprise, est-ce que les producteurs sont plus connaissants? Est-ce que vous êtes challengés par rapport aux questions? Puis, bon, est-ce qu'ils vous posent des questions qui vous challengent? En bref, c'est un peu ça ma question. Ben, oui, les gens sont plus connaissants aujourd'hui parce que bon, il y a c'est difficile de connaître une technologie tant qu'elle n'existe pas, là, tant qu'on ne l'a pas goûté, essayé. Les gens, je pense, ont toujours une bonne connaissance de ce que l'eau pouvait apporter en agriculture. Là. Puis des fois, c'est contre-intuitif. Même là, les gens ont tendance parfois à penser que bon, de l'eau, faut jouer safe, faut en mettre on en met un peu plus que moins parce que ça permet de garder des cultures, d'éviter les situations de sécheresse, de stress, mais je pense que les gens réalisent de plus en plus, à force de travailler avec des outils de gestion, tu sais, que bon, trop, c'est comme pas assez. Il y a vraiment un optimal à garder, puis les résultats sont là, autant pour leur culture, puis c'est la beauté de la chose, tu sais, c'est que ça fait que on optimise les cultures, puis c'est l'objectif un peu numéro un d'un producteur. Là, ils sont très conscients de la composante environnementale. Là. Ça, je pense pas qu'il y a personne qui essaye de mal faire de ce côté-là, mais de l'autre côté, ils ont une entreprise à gérer, rentabiliser. Donc, puis on leur permet de faire les deux choses. En optimisant l'eau, on optimise la culture, on utilise moins de ressources, autant l'eau que on regarde les engrais dans zone racinale, on évite le lessivage. Fait que cette connaissance-là s'est aiguisée, c'est sûr, au fil du temps. Là. Puis les gens, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui utilisent en tout cas des systèmes comme le nôtre, sont beaucoup plus connaissants. Puis ils nous en apprennent autant qu'on leur en apprend. Là. Ça, je suis bien humble là, par rapport à ça, parce que l'agriculture, c'est tellement complexe. Que ça. Ben oui, exact, c'est ça. Ben, c'est tant mieux si tout le monde peut profiter de l'expérience de chacun. Puis, Il y a quand même une réalité, si je peux me permettre, c'est que peu importe, à partir du moment où on a des données, le défi, c'est de les interpréter. Et oui, les gens, en tout cas, je le regarde parce que oui, ça fait 7 ans que je suis ortho, mais j'ai travaillé avec des équipements ortho déjà depuis plus de 15 ans. Puis oui, c'est toujours un défi. Il y a un apprentissage à se familiariser avec les données, tout ça, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a une diversité de cultures, de sol, d'environnement. Puis d'être capable de généraliser, c'est pas toujours si simple que ça. Par contre, la beauté de la chose, à partir du moment où on a des données, on a un historique, on est capable de quantifier quel a été l'impact quand on a fait telle intervention. C'est que c'est là aussi qu'il y a comme un gros défi pour Ortho, c'est d'arriver à simplifier, mais justement en étant capable d'interpréter les données, puis d'être capable de faire des recommandations sur des actions simples. Tu sais, des fois, c'est aussi simple que de dire, tu devrais devancer ou retarder ton irrigation, réduire les quantités. Ça paraît simple dit de même, mais quand on regarde les données, pour quelqu'un qui a pas l'expérience de regarder ces données-là régulièrement, puis comme Jocelyn l'a dit, ils ont plein d'autres choses à faire. Là. On va passer 3, 4, 5 heures devant l'ordi à regarder des courbes. Il y a des cultures où des fois, pour nommer cet exemple-là qui me vient en tête, en canneberge, où là, il y a eu des études, par exemple, à l'Université Laval, où là, c'est devenu très clair, à telle valeur de tension, on va irriguer, mais c'est pas toujours si simple que ça, mais je pense que c'est une des belles choses qu'on réussit à faire chez Ortho, c'est d'être capable de accompagner, oui, les agriculteurs, mais au fil du temps, d'être capable de fournir l'interprétation simplifiée là, des fameuses courbes-là. C'est tellement le nerf de la guerre, je trouve. Tu as exprimé quelque chose de vrai qui est vécu par les producteurs, là, mais tu as parlé des canneberges, mais il y a également eu de la recherche dans la fraise qui a permis de déterminer des seuils d'intervention précis, basé sur une valeur de tension. C'est merveilleux, mais on n'a pas toujours cette valeur-là dans toutes les cultures. Puis on a aussi des contextes, des entreprises là qui sont souvent différents, ce qui influence les seuils d'intervention. Comment l'utilisateur doit alors interpréter la donnée, comment on simplifie tout ça? Ouais, puis c'est que tu peux difficilement,
avec l'expérience que j'en ai aujourd'hui, là, on a des milliers de sondes réparties sur des territoires, des cultures, des environnements totalement différents. Parfois, tu vas dire, oui, mais c'est encore en raisin ou c'est encore en laitue. Oui, mais attendez, là, dépendamment, oui, de l'environnement de production, mais aussi des contraintes du producteur. Ça veut pas dire qu'il peut irriguer à sa guise, ou si, je sais pas, par exemple, il y a de la fertigation qui est faite, ben, faut en tenir compte. On peut pas uniquement se baser sur une seule valeur. La plupart du temps, oui, on en tient compte dans notre intention de maintenir le régime hydrique idéal, mais il y a plusieurs autres contraintes sur lesquelles on doit faire face, nous. Super intéressant, mais je nous ramène tranquillement au plan d'épisode. On a parlé tantôt des problématiques là, auxquelles les entreprises faisaient face puis font face. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de solutions. Fait que concrètement, est-ce qu'on peut discuter là, directement des produits puis des services là, que vous proposez chez Ortho? Ouais, ben oui, tout à fait. C'est ce qu'on offre, c'est un système complet de gestion de précision d'irrigation. Ce que ça veut dire, c'est senseurs, les technologies sans fil, l'accès aux applications, donc soit sur le web, soit sur les plateformes mobiles, là, iOS ou Android. Donc, on offre ça sous forme d'un package complet que les gens peuvent, dans certains cas, acheter l'équipement ou souscrire un service complet là, où est-ce que tout est inclus. Fait que c'est vraiment la gestion d'un côté, la gestion de l'eau. Fait que ça, c'est l'ensemble de la solution qui est packagée comme ça. Là. Fait qu'on on vend pas nécessairement là, des systèmes individuels, on vend vraiment la solution au complet. Puis les options qu'il y a, ben, c'est de rajouter par exemple des senseurs pour les conditions environnementales, température, humidité, mouillure de feuilles. On a maintenant la salinité du sol. Fait que ça, station météo complète, là, tu sais, des gens qui veulent avoir vraiment des données sur les microclimats directement à la ferme, puis que ça soit intégré dans la même plateforme. Ça, on l'offre aussi. Ce qu'on fait de plus en plus, en fait, ça fait longtemps qu'on fait, mais qu'on étend là, de plus en plus, c'est toute l'automatisation du système. On en fait en canneberge depuis très très longtemps pour le gel dans plusieurs cultures. Toute la gestion des alertes de gel, parce que les gens utilisent les systèmes d'arrosage au printemps pour réchauffer un peu les cultures c'est surtout quand il y a des poches d'air froid là, ou des nuits de gel en début de saison, là, quand les bourgeons sont sortis. Là. Donc ça, on en fait beaucoup. Puis ensuite, on automatise aussi l'été pour gérer la tension, là, ou garder les. Fait que ça, c'est un autre package. Fait que je vous dirais, là, c'est pas mal ces deux grosses composantes-là, plus l'option, là, justement, d'avoir les senseurs, là, plus météo directement à la ferme. Il y a des modèles qui viennent avec ça là, pour les degrés jour, là, des trucs comme ça, est-ce qu'on peut se mettre des alertes quand on atteint un certain seuil pour pouvoir faire des interventions, etc. C'est un système qui se développe beaucoup autour de ça. On s'affaire beaucoup, nous, à rendre, comme Yann disait, l'aide à la décision, simplifier la décision. C'est beaucoup ça l'enjeu, je trouve, parce que gérer une ferme, c'est surtout en été, là, c'est des urgences constamment, qu'on le veuille ou non. Des fois, ça va bien, tout est au beau fixe, mais la météo nous joue des tours, la machinerie, gérer la main-d'œuvre, il y a beaucoup de composantes, le développement de maladies. L'irrigation, c'est une des composantes qui est très importante, mais qui est une des composantes parmi d'autres. Fait que d'arriver à fournir une solution où est-ce que les décisions peuvent être prises rapidement, c'est vraiment ça le défi. Là. Puis bon, je sais qu'on va parler un petit peu tout à l'heure de ce qui s'en vient dans le futur, mais c'est là-dessus là, beaucoup qu'on travaille là, pour vraiment aider les producteurs. Vraiment imbriquer toutes ces composantes-là ensemble là, pour en faire de plus en plus un système autonome. Autonome pour supporter l'agriculteur dans ses décisions. La décision finale reste toujours entre les mains du producteur, mais... Comment ça fonctionne concrètement? Un producteur dit, mettons qu'il irrigue, puis dit, bon, mais moi, j'aimerais ça... faire affaire avec Ortho, c'est une technologie qui est basée sur le tensiomètre. Est-ce que le processus, c'est quoi? Il vous appelle, puis vous regardez c'est quoi ses besoins de façon globale, parce que maintenant, il y a différentes technologies même de tensiomètre. Ça a évolué aussi beaucoup durant les années. Au niveau des bougies, vous avez développé possiblement aussi d'autres types de bougies pour différents besoins. Oui. Comment ça fonctionne? Dans le fond, le service, le producteur vous appelle, puis vous regardez globalement qu'est-ce qu'il a besoin. Est-ce que ça va jusqu'à l'automatisation des autres sondes?
Oui. On a parlé de température, salinité, mouillure de la feuille, tout ça. C'est exactement comme ça. C'est vraiment une approche personnalisée. Donc, on va visiter la ferme avant de faire quoi que ce soit ou au minimum. Des fois, ça peut se faire à distance, surtout que des clients ou des gens qu'on connaît déjà. Ça nous prend un plan de la ferme. On nous prend vraiment. Il faut vraiment voir comment la ferme est faite. Les champs sont où, c'est quelle culture. On va regarder les types de sols. On va regarder les besoins, discuter ce que les gens veulent justement là, au niveau des services dont on a parlé. Bon, les tensiomètres, justement, lesquels. C'est ça, l'automatisation. Il y en a qui veulent l'automatisation, il y en a qui aiment mieux gérer manuellement. Là. Fait que tout ça est pris en compte. Ensuite de ça, on discute d'une offre puis on. Le tensiomètre, dans le fond, la première itération, on remonte à 2002, mais il y a aussi eu beaucoup d'autres versions. Il a évolué aussi beaucoup dans le temps. J'aimerais mieux connaître le cœur du tensiomètre. Là, on est rendu où dans cette évolution-là, Yann? C'est drôle de dire ça, le cœur du tensiomètre. Hein? On disait tantôt, c'est jamais aussi simple qu'on le désirait des fois, là, mais quand je suis arrivé chez Ortho en 2016, dans les tout débuts, un des mandats que j'avais eu, c'était de regarder. Parce que on se cachera pas, beaucoup de situations en Californie que le milieu est très, très aride. Là, donc, on a des périodes très prolongées où c'est très sec. Dans le cas d'un tensiomètre conventionnel, on sait qu'une des limitations dans des environnements très sèches, c'est qu'on va devoir avoir une intervention. C'est-à-dire, il va falloir aller leur remplir. Il va falloir s'assurer de faire de la maintenance. Donc, dans ce contexte-là, on a pris l'initiative de regarder c'était quoi les avenues pour arriver à être capable d'offrir un autre produit. En fait, tu sais, c'est un autre produit qui est complémentaire, hein, parce que ça reste que dans des environnements irrigués, un tensiomètre conventionnel va très bien fonctionner. Par contre, dans des environnements où on va devenir avec des périodes plus prolongées sèches au niveau du sol, on aura besoin de regarder une autre alternative. Donc, en 2017, on a commencé à travailler sur une autre technologie qui fait usage d'un polymère. Donc, aujourd'hui, on l'appelle l'HXM1000. C'est un tensiomètre qui nous permet dorénavant de mesurer des tensions jusqu'à l'ordre de 1000 kPa pour donner un ordre de grandeur, alors qu'un tensiomètre conventionnel, on est plus dans le 80-90 kPa. Donc, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est d'être capable d'offrir deux produits complémentaires qui vont répondre à des besoins qui vont être assez... Bon, c'est le même besoin ultimement, mais ça reste qu'il y a beaucoup d'agriculteurs pour qui c'était peu possible d'utiliser un tensiomètre conventionnel. Pourquoi? C'est que c'est trop régulièrement sec, donc ça devient inefficace d'utiliser un outil comme celui-là. Et dorénavant, on en est quand même vraiment très fiers. En tout cas, moi, j'en suis très fier d'avoir contribué à ce développement-là. Fait que non, je pense que couvrir, oui, non seulement des plages différentes, mais qui est autonome. Là, maintenant, on a des données à l'année dans ces régions-là. On a observé des choses qui mon collègue Vincent Pelletier, s'il était là, il dirait la même chose que moi. On avait tout ça dans notre tête, mais quand on a commencé à avoir les données réelles de ces conditions-là, c'est vraiment très, très intéressant. Là. Ça, on est dans un contexte californien. Cette sonde-là, elle s'adresse à quelle culture? C'est quoi son utilité? Je comprends qu'elle se décharge jamais. Mais est-ce que tu vois que cette sonde-là peut être pertinente dans le domaine québécois? Ouais, on a commencé de moins grande échelle, mais il y a beaucoup d'environnements qu'on s'est rendu compte, malgré le fait qu'on a des conditions plus humides ici au Québec ou au Canada. Il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a des productions qui nécessitent pas d'être irriguées à basse tension. Fait que là, on se rendait compte que des fois, dans ces contextes-là, on se retrouvait un peu à mi-chemin entre les deux technologies. Et puis, même pour eux, c'était favorable d'aller vers un HXM1000 parce qu'on se rendait compte que au final, la tensiomètre HXM1000 répondait à leurs besoins parce que lorsqu'on en avait besoin de données de qualité, le tensiomètre était encore en opération. Puis la beauté aussi de cette autre technologie-là, c'est que justement, même si tu as un mois de sécheresse où tu t'irrigues pas, quand tu vas réirriguer, ben ça va repartir, puis ça va être opérationnel.
Fait que c'est super intéressant parce que il y a des cultures même ici au Québec que on voit vraiment le gain. Puis pour répondre à ta question, même en Californie, il y a certaines productions, par exemple maraîchères ou petits fruits qu'on était à plus basse tension. Il en demeure pas moins il y a des périodes stratégiques où ils irriguent moins. Donc, puis là, de plus en plus, on commence à avoir des stations dans ces environnements-là, puis on se rend compte que ça répond bien aussi, là. C'est intéressant. On voit que la compagnie Orto, dans le fond, voit une certaine problématique, adresse cette problématique-là, puis développe de nouvelles solutions, un nouvel sensor, une nouvelle sonde. Puis, en fait, c'est intéressant de voir que les problématiques qui sont en Californie, comme les périodes prolongées de sécheresse ou aussi peut-être les contraintes d'approvisionnement en eau qu'ils peuvent avoir. On extrapole un peu dans le futur, mais est-ce que vous pensez que ces problématiques de gestion de l'eau-là pourraient éventuellement s'en venir au Québec? Je comprends que c'est des contextes qui sont quand même assez différents, mais croyez-vous qu'on pourrait vivre ces enjeux-là dans le futur? Oui, non, c'est sûr, le climat est très différent, là, puis on souhaite pas que le climat change au point où le Québec la Nouvelle-Californie. La Californie de l'Est. C'est ça. Mais il y a des réalités, de notre système touche un petit peu, à la gestion de la main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, c'est des choses dont on parle pas beaucoup quand on parle de notre système, mais c'est une réalité, je pense, qui se fait un peu partout, certainement en Amérique du Nord, je pense dans toutes les zones agricoles un petit peu plus intensives. Donc d'avoir des outils d'aide à la cette tendance-là d'avoir des systèmes pour aider à la décision, d'avoir une constance dans la prise de décision. Si on a du roulement de personnel, on a un système sur lequel on peut se baser. Donc la nouvelle personne qui arrive a il y a une continuité. Ça, on le voit beaucoup en Californie, je vous dirais, parce que l'agriculture est un petit peu plus industrialisée. Donc les gens qui gèrent les fermes, c'est des employés souvent, puis les fermes agrandissent, fait qu'ils ils se font donner sous gestion des nouvelles terres, puis ça bouge beaucoup de ce côté-là. Là, c'est un petit peu moins orienté vers le propriétaire opérateur de sa ferme. Là, il y en a encore beaucoup, mais il y en a moins. Puis une tendance qu'on voit un petit peu partout. Là, je sais que des fois c'est controversé, mais c'est quand même une tendance qui existe. Puis je pense même si c'est pas le cas d'avoir une constance d'année en année. Ça, je pense que c'est une problématique ou une réalité là, à laquelle on touche. Au niveau de l'eau, on voit avec les changements ici, on a une année humide, on a une année trop humide, on a une année trop sèche. Bon, mais encore une fois, puis ça, c'est nous, on a développé beaucoup d'expertise justement dans les conditions plus sèches avec l'expérience qu'on a en Californie. Puis ça, je pense que c'est des choses, malheureusement, qu'on va vivre de plus en plus ici aussi. Puis la technologie, comme Yann disait, la HXL 1000, là, au moins, on a un outil pour faire face à fonctionner dans ces situations-là sans demander de la maintenance. En fait, si je peux me permettre, on a beaucoup d'eau au Québec, oui, là, mais on s'en rend compte, là, il s'agit qu'il y ait 3-4 belles journées, là, puis on voit les arbres, les feuilles commencent à vivre. On a un système, on a une agriculture qui est drainée, un territoire est grainé, aménagé, l'eau de surface. Donc, faut pas s'imaginer que cette réserve en eau-là elle perdure beaucoup longtemps dans le temps, là. Fait que on le voit à quel point c'est vulnérable. Oui, c'est de comparer les deux situations, c'est un peu extrême, là, parce qu'on en est loin, mais on s'aperçoit assez rapidement quand on a des conditions plus favorables à la sécheresse durant un été, à quel point c'est vulnérable, là. Puis particulièrement dans ce contexte-là, on va dire, là, les changements climatiques, oui, ça, en tout cas, il y a plein de polémiques autour de ça, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'on le voit, là. Souvent, il va y avoir des gros coups d'eau. Après ça sèche durant une période un petit peu plus prolongée. Fait que la répartition des apports d'eau, là, c'est le même défi qu'on peut vivre en Californie aussi, là. Là où c'est un petit peu différent ici, c'est les gros coups d'eau en saison, on les subit. Mais après ça, comment on arrive à conserver cette eau-là le plus longtemps possible disponible à nos cultures? Fait que c'est là où on intervient. Jocelyn en a parlé une couple de fois, mais l'idée d'avoir un système les visions, c'est un peu autonome, c'est-à-dire
Dorénavant, on en est fiers, on est capable d'offrir un calendrier qui peut être automatisé, mais qui est capable de faire des projections. C'est-à-dire, si on met des événements dans le calendrier, on voit visuellement qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans les prochains jours à suivre. Donc, on fait des prédictions carrément de la tension, puis des impacts de nos régies d'irrigation. Fait que ça, l'idée, c'est d'être capable d'être très réactif par rapport à justement ces changements-là qui peuvent survenir durant la saison. Pour conclure, je pense que c'est super intéressant, puis on aurait pu continuer d'en parler encore longtemps, mais on le voit nous autres aussi également, là, les aléas climatiques, les extrêmes. Il y a beaucoup de défis là, qui s'en viennent là, en termes de gestion de l'eau dans les prochaines années. Vous, chez Orto, là, c'est quoi votre vision dans les 5 à 10 prochaines années? Sur quoi vous travaillez? Qu'est-ce que vous essayez de développer, en fait? Là, on a parlé un peu au début de l'intelligence artificielle, de la prévision de la tension. Est-ce que vous allez continuer le développement dans cette direction-là? Développer quelque chose de plus autonome encore? Sans tout dévoiler, sur quoi vous travaillez en ce moment, puis qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, en fait, chez Orto? Évidemment, la composante sonde est toujours présente. Là. Ça fait partie de l'ADN de Orto, là, de développer des sondes toujours plus robustes, oui, plus autonomes, moins de maintenance, mais avec une qualité. Tu sais, la préoccupation de la qualité des données est toujours une partie importante. Maintenant, d'être capable d'offrir d'autres composants. La tension du sol, oui, c'est intéressant, mais d'être capable de faire plus un prédictif au niveau des mouvements d'eau dans le sol, c'est-à-dire un indicateur d'infiltration, par exemple, à quelle vitesse l'eau se déplace dans le sol. On a parlé brièvement tantôt de la salinité. Oui, là, présentement, on offre une sonde, mais on souhaite intégrer toutes ces technologies-là dans une seule et une même sonde. Donc, une sonde, on va l'appeler multiparamètres, qu'on aurait la chance d'être capable de calculer les quantités d'eau qui se déplacent dans le sol, la tension du sol, la salinité, évidemment, parce que c'est une composante importante. Oui, ici, on a la chance d'avoir beaucoup de pluie, là, qui fait qu'on a un lessivage régulier, mais la réalité, c'est que la salinité, ça peut nous permettre de diagnostiquer un paquet de choses sur le mouvement de nos fertilisants dans le sol, mais aussi la salinité en Californie, c'est un enjeu majeur. On se cachera pas. Ou sinon, on a la fameuse sonde nitrate sur laquelle on travaille déjà depuis plusieurs années. On a des très belles avancées de ce côté-là. On en est très fiers, là. On s'approche de quelque chose de vraiment intéressant, là. Être capable d'offrir quelque chose. Encore là, ça revient toujours, là, on le dit, hein, l'autonomie, la facilité d'utilisation. Tu sais, on veut pas avoir un équipement de laboratoire là, qu'on met au champ puis qu'on donne trop de responsabilité à l'agriculteur. Ce qu'on souhaite, c'est lui fournir une sonde nitrate qui se préoccupe pas d'aller faire la maintenance régulièrement. C'est pas ça. Tu sais, on veut faciliter leur vie dans ce cas-là. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur ces différents projets-là, qu'on les inclut dans nos parcelles de recherche ou des fois chez des partenaires aussi. On a des expériences aussi également chez des producteurs qui sont en partenariat avec nous. On teste des régies. On continue quand même à avoir des essais terrain pour faciliter l'interprétation. Tu sais, on parlait de seuil tantôt, mais ça reste quand même, le but ultime, c'est d'être capable d'avoir des comparables sur c'est quoi la régie à adopter, là. Fait que... Peut-être quelques exemples. Le but, c'est comme tu disais, c'est d'arriver avec un système le plus autonome possible, qui interprète les données. Ça devient complexe, puis plus les fermes sont grandes, plus il y a de la donnée. Plus on rajoute des senseurs, plus il y a de la donnée. Là, maintenant, on a des senseurs, on en a pas parlé, mais on a des senseurs, des tensiomètres multi-étages, là. Donc, on peut mesurer à différentes profondeurs sur le même tensiomètre. Puis on a rajouté là-dedans la mesure de salinité, température du sol. Donc, à chaque profondeur, on a plusieurs paramètres. Éventuellement, notre souhait, c'est de rajouter la mesure des nitrates là-dedans. Calculer des taux d'infiltration, etc. Simplifier l'installation, peut-être vraiment rendre la solution plus simple. Au niveau de l'interprétation des données, Yann l'a touché pas mal, mais là, on a tout le
le prévisionnel. On utilise l'intelligence artificielle pour faire des prévisions sur 7 jours de où est-ce que la tension va être en fonction de l'historique d'un paquet de choses. Là. C'est des algorithmes qu'on entraîne avec l'intelligence artificielle. Surtout Yann avec son équipe qui ont travaillé là-dessus. Puis, fait que là, ça devient prévisible. Fait qu'on peut faire un calendrier, suggérer un calendrier, non pas dire, bon, ben, aujourd'hui ou à l'œil, regarder des courbes, puis c'est déjà bien, mais là, de pouvoir dire, bon, mais voici ce qui devrait être fait la semaine prochaine. Puis si l'agriculteur vient planifier un événement dans son calendrier, ben là, sur les courbes, ça va lui montrer l'effet. Ça va lui montrer qu'est-ce qui va se passer. Ça va simuler un peu. Fait que là, ils peuvent se faire des scénarios. Ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif. Fait que c'est ça. C'est vraiment là, vers ça où on s'en va. Puis ces calendriers-là peuvent être automatisés, peuvent être gérés automatiquement. Les pompes peuvent partir automatiquement. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Fait que tout ce qu'on fait un peu converge vers un système complet. Ben, j'ose pas dire complètement autonome, j'allais le dire, mais on veut vraiment garder le producteur en contrôle. Là, parce qu'il y a personne qui est à l'aise, je pense, qu'un système fonctionne tout seul, surtout pas sur une ferme. Là. Mm-hmm. Mais de l'amener très très proche, puis de garder juste le fine-tuning, la décision finale. Mm-hmm. C'est ça. Il y a une réalité, là. Oui, on a toujours le souhait de rajouter des données, mais on a parlé tantôt du défi d'interpréter ces données-là. On sait que l'agriculture, quand la composante irrigation, oui, si tu le regardes, il n'y a pas uniquement l'attention à considérer, il y a plein d'autres contraintes. Fait que le volet intelligence artificielle, interprétation des données est super important parce que à partir du moment où tu as la sanité, tu as les nitrates, c'est quelle action puis dans quel ordre que tu dois faire tes choses. Fait que ça, c'est une composante importante pour l'avenir. On n'a pas encore parlé, mais tu sais, on parle de l'aspect temporel, tu sais, c'est-à-dire l'attention, je regarde la série chronologique, quand est-ce que je devrais irriguer prochainement, mais il y a le volet spatial aussi. On s'intéresse à regarder, comme bien d'autres, utiliser des données multispectrales pour avoir des indicateurs de l'état de la plante, puis d'être capable de faire des liens avec ce qu'on a comme mesure sur le terrain, pour offrir une recommandation plus juste à l'échelle de la ferme. Fait qu'il y a ce volet-là aussi qui est super important là, pour tu sais, on n'irrigue pas un champ en particulier, on irrigue des surfaces qui sont parfois très grandes même. Là. Des unités de champ en Californie, des fois quand tu regardes ça, c'est immense. Là. Fait que si tu as une bonne représentation de l'état de ton champ, là, c'est un élément, une composante qui est devenue essentielle. Super, j'invite nos auditeurs à rester à l'affût. Plein de choses intéressantes qui s'en viennent. Maintenant, merci Jocelyn, merci Yann, en espérant continuer à collaborer. Puis merci Jérémy pour la co-animation. Merci. Puis merci à tous et à toutes d'avoir été là. Puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit. La formation portant sur la gestion de l'eau en milieu agricole dans un contexte de conflit d'usage et de changement climatique est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur bioalimentaire qui découle du plan pour une économie verte 2030.